Bonjour à toutes et tous. Bienvenue chez Syriac Info. Aujourd'hui nous parlons de la relation entre nazis et sionistes. À l'arrivée d'Adolf Hitler au pouvoir en janvier 1933, l'Allemagne est menacée par une campagne de boycott international. Pour tenter de la contrecarrer, le nouveau pouvoir va signer un accord avec le mouvement sioniste, qui survivra jusqu'à l'éclatement de la guerre en 1939. Et le sionisme sera le seul mouvement politique juif autorisé en Allemagne durant cette période. Je vous laisse regarder cette vidéo à travers laquelle vous aurez la possibilité de vous faire idée et de passer à vos investigations. Bon visionnage. Et si je vous disais que dans les années 30, des sionistes ont signé un accord avec l'Allemagne nazie? Non, ce n'est pas une théorie fumeuse ni une invention, c'est un fait historique. Et aujourd'hui, on va revenir sur un épisode méconnu, dérangeant mais réel, l'accord Avara. On est en 1933. En Allemagne, Hitler vient d'arriver au pouvoir. Très vite, il met en place sa politique raciste et antisémite. Les Juifs sont humiliés, exclus, persécutés. Leurs magasins sont boycottés, certains sont renvoyés de la fonction publique. À l'étranger, la nouvelle choque. Aux États-Unis, en Europe de l'Est, des communautés juives appellent au boycott des produits allemands. Et ce boycott, il fait peur à l'Allemagne. Parce que l'économie allemande est au plus mal et qu'un embargo international pourrait faire très mal. Mais à des milliers de kilomètres de là, en Palestine, le mouvement sioniste vit lui aussi une crise. Moins d'argent, moins de soutien, il est au bord de l'asphyxie financière. Et c'est là que ces deux mondes que tout oppose vont se croiser. Les persécutions en Allemagne poussent des milliers de Juifs à fuir, et ils sont nombreux à choisir de rallier la Palestine. Ce qui, pour le mouvement sioniste, est une sacrée opportunité. Surtout que ces Juifs, ils ont de l'argent. À ce moment-là, un diplomate français écrit d'ailleurs cette phrase étonnante. « L'hitlérisme sauve de la faillite le sionisme, réduit à une situation très difficile. » Alors comment des ennemis absolus, des nazis et des sionistes, ont-ils pu signer un accord ensemble? Et surtout, à quoi ressemblait cet accord? On va voir ça ensemble. Nous sommes en juin 1933. Alors que le boycott contre l'Allemagne nazie prend de l'ampleur dans le monde entier, une partie du mouvement sioniste va faire exactement l'inverse. Il rédige un texte destiné aux autorités nazies, et dedans, il tente une approche assez dingue. Il souligne les points communs entre le sionisme et le nazisme. Oui, vous avez bien entendu, dans le texte, ils écrivent. Le sionisme croit que la renaissance d'une vie nationale pour le peuple juif doit, comme pour le peuple allemand, passer par ses racines religieuses et nationales. Dit autrement, vous les nazis, vous voulez une Allemagne pure, avec des vrais Allemands? Nous, on vous comprend, on veut aussi une terre pour les Juifs. Alors si vous voulez faire partir les Juifs d'Allemagne, on pourrait peut-être s'aider mutuellement. À ce moment-là, un homme d'affaires juif, Sam Cohen, est envoyé en mission pour négocier avec les nazis. Son idée, c'était de permettre aux Juifs de quitter l'Allemagne avec 1000 livres sterling en poche. À l'époque, c'était le montant requis pour obtenir ce qu'on appelait un visa capitaliste. Le seul visa qui permettait d'immigrer librement en Palestine sans condition ni quota. Sauf que l'Allemagne, elle, n'a aucun intérêt à laisser partir les Juifs avec leur fortune. Alors comment faire? Sam Cohen a une idée. Il propose un mécanisme financier. Les Juifs désirant quitter l'Allemagne déposent leur argent dans une banque en Allemagne. Cet argent est utilisé pour acheter des marchandises allemandes qui sont exportées en Palestine. Là-bas, une entreprise juive revend la marchandise et le produit de la transaction est déposé dans un compte en Palestine. Une fois arrivés en Palestine, les émigrants peuvent alors récupérer sur ce compte une partie de ce qu'ils avaient déposé en Allemagne. Tout le monde est gagnant. Les nazis contournent le boycott international, les Juifs peuvent fuir l'Allemagne en ayant en plus les fameuses 1000 livres, les sionistes facilitent ainsi l'immigration juive et accueillent des Juifs qui ont de l'argent. Pour les nazis, c'est aussi une façon pratique de se débarrasser des Juifs. Pour les sionistes, c'est une occasion d'accueillir des milliers de personnes et de renforcer leur projet. Ce sera l'accord Avara, et il durera jusqu'en 1939. Mais cette collaboration est loin de faire l'unanimité. Les nationalistes arabes y voient un moyen d'augmenter l'immigration juive, donc ils sont fermement contre. Pour beaucoup de nazis, collaborer avec des juifs va à l'encontre de leur idéologie. Et du côté des juifs, on peut comprendre qu'ils sont nombreux à refuser tout accord avec les nazis.
En 1935, il y aura même un vote sur cet accord à Havara au Congrès sioniste, mais les partisans de l'accord l'emporteront. Le sioniste Haïm Arlosoroff, l'un des principaux négociateurs de l'accord à Havara avec Sam Cohen, va faire les frais de toutes ces oppositions. Le 16 juin 1933, il se promène tranquillement sur une plage de Tel Aviv quand il est assassiné par plusieurs inconnus. L'enquête s'ouvre et rapidement plusieurs pistes sont envisagées. Est-ce un assassinat politique organisé par des Arabes nationalistes? Est-ce un assassinat sur ordre des nazis? Ou alors est-ce une attaque venue de l'intérieur même du mouvement sioniste? En fait, Arlosoroff était dans le viseur d'un courant sioniste rival, les révisionnistes, un mouvement plus radical qui voyait l'accord avec les nazis comme une trahison. Et justement, son nom aurait figuré sur une liste noire de personnalités à abattre, retrouvée plus tard chez un groupe extrémiste révisionniste. Mais à cette époque, l'enquête piétine, les preuves sont floues et personne ne sera jamais condamné pour sa mort. Et si les révisionnistes restent les meilleurs coupables, aujourd'hui encore, l'affaire reste un mystère. Depuis, l'accord à Havara est devenu une arme politique. Côté palestinien, certains ont présenté cet accord comme l'épreuve d'une collaboration complète des sionistes avec les nazis. C'est le cas de Mahmoud Abbas, président de l'autorité palestinienne, qui a écrit une thèse dans les années 80 affirmant que les sionistes auraient participé à l'Holocauste pour convaincre le monde de créer l'État d'Israël. Sauf que là, on bascule dans de la manipulation pure. Oui, l'accord à Havara a existé, c'est un fait historique, mais non, il ne s'agissait pas d'une alliance idéologique, encore moins d'une participation au génocide. D'ailleurs, l'accord prend fin en 1939, donc avant le début de la solution finale et du génocide juif. Et à l'époque, personne n'imaginait encore l'ampleur de ce qui allait se passer. Le but de l'accord était avant tout pragmatique. Oui, les sionistes voulaient surtout augmenter l'immigration juive en Palestine. Mais cet accord a aussi permis de sauver le plus grand nombre de juifs possible des persécutions en Allemagne. Pour être juste, cette instrumentalisation de l'histoire, on la retrouve aussi côté israélien. En 2015, par exemple, Benjamin Netanyahu, premier ministre israélien, a affirmé que c'est le grand moufti de Jérusalem et nationaliste palestinien Mohamed Amin al-Husseini qui aurait soufflé à Hitler l'idée d'exterminer les Juifs. Rien que ça. And this attack and other attacks on the Jewish community in 1920 and 1921, 1929, were instigated by a call of the Mufti of Jerusalem, Haj Amin al-Husseini, who was later sought for war crimes in the Nuremberg trials because he had a central role in fomenting the final solution. He flew to Berlin. Hitler didn't want to exterminate the Jews at the time. He wanted to expel the Jews. And Haj Amin al-Husseini went to Hitler and said, if you expel them, they'll all come here. So what should I do with them? He asked. You said, burn them. Pour porter cette accusation, Netanyahu se base sur une célèbre photo où l'on voit al-Husseini en discussion avec Hitler. C'est une vraie photo, pas retouchée, et il est vrai qu'al-Husseini soutenait l'idéologie nazie. Mais de là à dire que la solution finale était son idée, c'est quand même un sacré raccourci. Même s'il est quand même important de souligner que Netanyahu ne sort pas cette accusation d'un chapeau. Il s'appuie sur des déclarations du célèbre officier nazi Adolf Eichmann. Pendant son procès, celui-ci a justement tenté de faire croire que c'était al-Husseini qui avait influencé la mise en place de la solution finale. Mais cette version est largement discréditée par les historiens. Il faut plutôt voir ces déclarations comme une tentative de la part d'Eichmann de rejeter une part de responsabilité dans l'élaboration de la solution finale. Bref, comme souvent, l'histoire est complexe et elle mérite mieux que des raccourcis. Mais on voit bien que, souvent, ceux qui ont des objectifs politiques n'hésitent pas à manipuler l'histoire pour servir leurs propres intérêts, que ce soit du côté palestinien ou israélien. L'accord à Havara, c'est un épisode dérangeant, ambigu, mais bel et bien réel. Il a permis malgré tout à des milliers de Juifs de fuir l'Allemagne nazie, entre 50 000 et 60 000 personnes selon les estimations.
Mais il a aussi permis aux nazis de contourner le boycott international et ça se serait peut-être un peu moins bien passé pour eux si ce boycott avait été respecté par tout le monde. On peut donc voir cet accord comme un compromis stratégique ou comme une trahison morale ou peut-être les deux à la fois.